Bonjour tout le monde, je me présente Thomas Cardinal, je suis étudiant à la maîtrise à l'École de technologie supérieure, puis je vais être avec vous pour les 20 prochaines minutes dans le cadre des 20 minutes de science organisées par le réseau Matériaux Renouvelables Québec, que je remercie. Dans cette présentation, j'aurai l'occasion de vous présenter mon projet de maîtrise qui porte sur l'effet de substitution des produits forestiers, potentiellement un levier d'atténuation des changements climatiques. Donc, au cours de la présentation, je vais débuter par expliquer les contributions principales du secteur forestier dans la lutte au changement climatique. Ensuite, je vais aller un peu plus en détail sur le concept de l'effet de substitution. Je vais expliquer comment on l'utilise dans des études concrètement et les limites qu'il faut prendre en compte pour terminer ensuite par quelques mots sur mon projet de recherche. Donc tout d'abord, pour vous mettre en contexte des changements climatiques, tout revient au carbone, là, sans le carbone, il n'y aurait pas de vie sur Terre, donc c'est notre ami, mais en ce moment, il nous joue des tours dans le sens qu'il y a un débalancement du cycle du carbone sur la Terre et il y a d'importants transferts de stocks de carbone, des réserves fossiles qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui créent le réchauffement climatique. Donc pour minimiser ces transferts de stocks de carbone fossile vers l'atmosphère, eh bien, le secteur forestier a plusieurs outils pour mettre à contribution. Premièrement, il y a la séquestration du carbone en forêt. Ensuite, le stockage du carbone dans les produits du bois. Et finalement, la substitution des matériaux ou énergies à forte intensité carbone. Donc, je vais expliquer un peu les trois leviers principaux et aller plus en détail sur la substitution. Donc, au niveau de la séquestration du carbone en forêt, c'est vraiment l'effet de photosynthèse qui permet aux arbres de séquestrer le CO2 et de le transformer en glucides. Qu'est-ce qu'on entend par ce levier-là? C'est vraiment d'optimiser le taux de séquestration du carbone pour que notre forêt soit toujours en train d'emprisonner le maximum de CO2 possible. Donc, il y a des façons d'optimiser ce taux de séquestration-là. Donc, quand on regarde le cycle du carbone forestier global, on se rend compte que quand notre forêt va vieillir, elle va être plus susceptible d'être une source d'émissions puisque les arbres vont mourir, vont se décomposer et la forêt va être plus susceptible à des perturbations naturelles comme des feux ou des épidémies d'insectes. Donc, ce qu'on veut, c'est intervenir dans une forêt, faire une coupe forestière avant qu'elle soit trop vieillissante pour stocker le carbone dans les produits du bois et qu'il y ait une nouvelle forêt jeune qui va capter plus de CO2 à ce moment-là. Par contre, une chose qu'il faut pas négliger dans cet aspect-là, c'est que quand on intervient dans une forêt, donc on fait une coupe forestière, notre forêt, ça va prendre quelques années avant que elle séquestre de façon nette là, du CO2. Donc, on peut voir sur le graphique ici à l'écran, donc les flux annuels de carbone suite à une coupe forestière. Donc, les 11 premières années, notre forêt va être une source d'émissions. Et donc ça, c'est dû vraiment à la décomposition des résidus sur place ou des souches qui sont restées en forêt. Et donc, ça va prendre, pour compenser toutes ces émissions-là, donc dans les 11 premières années, ça peut prendre encore une dizaine d'années, donc avant qu'on séquestre de façon d'avoir un bilan net négatif, là, ça peut prendre entre 25 et 30 ans pour une forêt au Québec. Donc le deuxième levier, c'est le stockage de carbone dans les produits du bois. Donc c'est ça, une fois qu'on a récolté le bois, eh bien nos produits du bois deviennent vraiment un puits de carbone. On dit que donc à peu près 1 mètre cube de bois peut permettre d'emprisonner 1 tonne de CO2, ce qui n'est pas négligeable. Puis afin d'optimiser ce levier-là, mais on va favoriser les produits de longue durée.
Donc, il y a vraiment beaucoup de produits du bois, mais ils sont catégorisés là, en 4 grandes catégories. Donc, on peut voir à l'écran le bois de sciage, les panneaux, les pâtes et papiers et la bioénergie. Donc, ces catégories-là sont associées à des temps de demi-vie. Puis, afin donc, de limiter les émissions du carbone vers l'atmosphère, il faut emprisonner le carbone, donc dans les produits de longue durée. Donc, il faut favoriser dans notre panier de produits, donc un plus grand pourcentage de produits vers les bois de sciage et les panneaux, plutôt que la pâte et papier, les pâtes et papier et la bioénergie. Puis dernièrement, donc notre troisième effet, c'est l'effet de substitution. Troisième levier, pardon. Donc, qui se définit donc comme une réduction de l'empreinte carbone des produits qu'on retrouve sur le marché là, par une augmentation des produits du bois. Donc, l'effet de substitution se base sur une hypothèse comme quoi donc on va augmenter les récoltes de bois, puis une partie de cette augmentation-là va être effective à remplacer d'autres matériaux qui sont plus polluants, qui demandent plus d'énergie ou qui sont issus de ressources fossiles. Donc, comme on peut voir à l'écran, donc on va avoir une augmentation de nos produits, de nos principaux produits du bois et une diminution, par exemple, du béton, de l'acier, des combustibles fossiles qui sont des principaux responsables donc, du changement climatique. Donc, comment on fait pour vraiment quantifier cet effet-là? On va utiliser l'outil d'analyse de cycle de vie afin de mesurer l'empreinte carbone des produits du bois et des produits substitués, donc par exemple le béton ou l'acier. On va venir regarder, premièrement, on va se baser sur une même unité fonctionnelle, donc ça peut être un bâtiment ou une chaise ou n'importe quoi, donc n'importe quel produit, il faut juste qu'il remplisse la même fonction et on va regarder l'ensemble du cycle de vie, donc à partir de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie. Donc, toutes les émissions de gaz à effet de serre qui vont contribuer donc au bilan carbone. Par contre, pour mesurer l'effet de substitution global, il faut analyser toutes les possibilités qui sont présentes. Donc, et comme on voit sur le diagramme à l'écran, donc le bois se retrouve, oui, dans les 4 principales catégories que j'ai mentionnées plus tôt, mais ensuite de ça, peut se retrouver dans presque tous les domaines d'application de l'industrie. Donc, ça va de la construction, donc dans les bâtiments, ou l'ameublement, donc les chaises, les tables, dans l'emballage, donc les sacs en papier, les boîtes, ou après ça, les pâtes et papiers, ben, c'est possible de faire des produits chimiques et de faire des huiles. Donc, le bois se retrouve vraiment partout. Donc, pour bien analyser cet effet-là de substitution, il faut voir il faut cibler des domaines, dans le fond, où le bois peut remplacer d'autres matériaux qui sont vraiment plus polluants et faire des analyses de cycle de vie comparatives pour mesurer la différence d'empreinte carbone. Donc, et ça, pour rajouter à la complexité, il faut réaliser ces études-là un peu partout dans le monde, donc selon chaque région spécifique, puisque c'est pas partout à chaque région qu'on va utiliser les mêmes types d'énergie, qu'on va utiliser les mêmes types de matériaux. Donc, par exemple, au Québec, on a beaucoup plus d'hydroélectricité, ce qui fait que donc, notre électricité est plus sobre en carbone. Donc, c'est tous des aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, tout ça pour dire que donc comment on va vraiment utiliser l'effet de substitution dans les études, eh bien, c'est que pour l'instant, donc on va rapporter de façon globale là, les tonnes de CO2 qu'on évite par mètre cube de bois et on va les rapporter sur chacune des catégories principales de produits.
en l'indiquant avec des facteurs de substitution. Donc, c'est vraiment des facteurs qui représentent donc les tonnes de CO2 évitées par mètre cube de bois. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fonctionne au Canada pour évaluer donc le potentiel de la forêt sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc, en ramenant ça sur une base de facteurs de substitution, ça nous permet de prédire l'évolution du carbone forestier et de faire des scénarios donc sur le futur, donc comment on pourrait aménager la forêt, comment on pourrait changer nos façons de faire pour nous permettre de diminuer les gaz à effet de serre, donc, et de minimiser les émissions de GES vers l'atmosphère. Donc, la dernière étude qui a été faite sur ce sujet-là au Québec, c'est l'étude par le groupe de travail sur la forêt et les changements climatiques. Dans cette étude-là, on a analysé, par exemple, une augmentation du boisement, une augmentation de la récolte de bois, de la récupération des résidus et aussi de l'apport des produits de longue durée et de la bioénergie. Donc, quand on regarde les résultats de cette étude-là, on se rend compte que l'effet de substitution a un rôle non négligeable, c'est-à-dire que c'est un des seuls leviers qui permet vraiment d'atténuer les changements climatiques ou de minimiser les émissions de GES. Donc, comme je vous rappelle un peu, donc, nos trois leviers, donc la séquestration du carbone en forêt, le stockage dans les produits du bois et la substitution sur les marchés. Donc, si on augmente les coupes forestières, c'est normal que donc, nos jeunes forêts vont être une source d'émissions, donc comme je vous l'avais dit un peu plus tôt. Donc, si on fait juste augmenter toujours les coupes, on va avoir de plus en plus d'émissions par la forêt. Par contre, on va avoir de plus en plus de produits du bois qu'on va pouvoir remplacer sur le marché. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, tout revient en fait au facteur de substitution, c'est-à-dire que quand on fait les études sur la prévision, donc à long terme, il faut qu'on se base sur des facteurs qui font du sens, qui sont précis et qui évoluent dans le temps, qui prennent en compte plusieurs limites. Donc, ça m'amène à parler des fameuses limites, donc de cet effet-là de substitution. Parce que, bon, l'effet de substitution, donc comme je vous l'ai dit, se base sur le remplacement de matériaux du bois par des matériaux plus polluants. Et il faut prendre en compte donc les limites pour bien caractériser les facteurs et faire des prévisions qui sont réalistes. Donc, première limite, c'est l'effet de fuite, qui est un enjeu quand même très considérable et qui se définit par, en fait, si je peux vous donner un exemple, c'est comme si au Québec, on se dit donc on va augmenter la production de bois pour diminuer la production d'acier. On va remplacer l'acier par le bois. Donc, on entend souvent parler de ça dernièrement. Par contre, si il y a un effet de fuite qui se produit, c'est-à-dire qu'une diminution de la production d'acier au Québec pourrait entraîner une augmentation de la production d'acier ailleurs, dans une autre région comme dans l'Ontario ou aux États-Unis. Puis, ça va diminuer l'efficacité de la substitution, donc vraiment des matériaux qui vont être remplacés. Puis ça, c'est des effets qui sont assez difficiles à mesurer et qui sont présents. Donc, c'est la relation sur le marché qui est quand même très complexe à modéliser. Ensuite, l'évolution des facteurs dans le temps, c'est-à-dire que avec l'évolution de la technologie, toutes les industries polluantes vont chercher à diminuer leur empreinte carbone et même à être carboneutre. Donc, on voit souvent ça, on voit parfois même
l'industrie du béton qui veut être carboneutre en 2050. Donc, si on compare des produits en ce moment et qu'on fait des prévisions à long terme sur cette même base, donc sur les données qu'on a aujourd'hui, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que c'est sûr que l'empreinte carbone de chacun des produits va avoir tendance à diminuer dans le futur et encore plus celle des industries polluantes. Donc, c'est une limite qu'il faut prendre en compte, donc de faire évoluer ces facteurs-là dans le temps. Ensuite, il y a toute la question des produits exportés. Donc, si on augmente les coupes forestières, mais qu'on augmente aussi les exportations, c'est quoi? Bon, ça va être difficile de vraiment mesurer l'efficacité de la substitution à l'étranger. Donc, comment on peut s'assurer que le bois qu'on récolte va vraiment servir à remplacer d'autres matériaux dans un autre pays? C'est un peu hors de notre contrôle, donc ça dépend des statistiques de chaque pays sur l'utilisation du bois. Donc, là, c'est sûr qu'en ce moment, 75% environ de nos exportations sont vers les États-Unis. Donc, il y a quand même une bonne quantité de données, mais ça pourrait changer dans le futur. Donc, c'est un facteur à prendre en compte. Puis, bien sûr, il y a d'autres facteurs socio-économiques qu'il faut pas négliger et qui pourraient remettre en question l'efficacité donc de l'effet de substitution. Ce qui m'amène à vous parler de mon projet de recherche qui a pour but vraiment de diminuer l'incertitude de ces facteurs-là facteurs de substitution qu'on utilise dans des études de prévision du carbone forestier, de l'évolution du carbone forestier. Donc, comme on peut voir à l'écran, donc dépendamment des facteurs qu'on utilise, on va avoir vraiment une grande variabilité dans les résultats. Donc, soit on peut croire qu'on est un modeste chercheur sur le carbone forestier, ou on peut croire qu'on va changer le monde en annulant tous les changements climatiques grâce aux produits du bois. Donc, tout ça, ça revient au fameux facteur de substitution. C'est un sujet chaud dans ces études-là en général. Donc, pour améliorer la précision de ces facteurs-là, il faut bien entendu utiliser des données locales, donc avec des projets qu'on fait au Québec et sur des domaines où l'industrie du bois est en croissance. Donc, moi, pour ma part, j'ai favorisé donc l'industrie des bâtiments et de la bioénergie. Puis c'est deux secteurs où le bois a de plus en plus tendance à gagner des parts de marché. Donc, on peut voir qu'à long terme, la substitution est plus de chances d'arriver. Pour ça, j'ai travaillé avec des données, notamment de l'outil Gestimat qui a été fait par Secobois dernièrement et avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, donc pour avoir accès à des projets un peu innovants en bois et voir si on peut réussir à réduire l'empreinte carbone de ces projets-là. Par exemple, donc le projet Arbora à Montréal, qui est un édifice multirésidentiel, donc multi-étages, et qui a permis de réduire de 20% l'empreinte carbone, donc par rapport à un bâtiment normal en béton qui aurait été construit. Puis, donc j'ai utilisé beaucoup d'autres projets, mais je vous en présente juste un. En fait, ce que je voulais que vous reteniez sur la présentation, en général, c'est que les produits du bois ont une plus petite empreinte carbone, donc c'est bien de favoriser le bois. Puis que, comme vous avez vu, donc l'effet de substitution, c'est vraiment le levier qui présente le plus grand potentiel d'atténuation. Donc, c'est vraiment efficace de remplacer des matériaux. Ça peut vraiment nous aider à réduire les gaz à effet de serre de façon globale dans l'atmosphère. Par contre, donc,
il y a beaucoup de limites et les facteurs qu'on utilise en ce moment sont pas nécessairement représentatifs de la réalité et de toutes les limites qu'il y a à prendre en compte. Donc, il faut faire davantage de recherches. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille sur ça en ce moment et que aussi, il y a des investissements assez majeurs qui ont été faits dans la dernière année au niveau du gouvernement et qui va travailler en collaboration avec FP Innovation pour développer des facteurs de substitution, donc qui vont analyser plus en profondeur là, toutes les différentes domaines d'application. Donc c'est ça. Donc tout ça pour dire que le secteur forestier donc s'est engagé à réduire les gaz à effet de serre de 30 mégatonnes de CO2 et c'est notamment avec la substitution de produits qu'on peut y arriver et qu'il faut travailler sur la précision des facteurs pour bien quantifier nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. En terminant, je veux juste dire, dans le fond, que quand on voit le gouvernement qui veut augmenter les coupes forestières pour réduire les gaz à effet de serre, notamment par la substitution, donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros potentiel, mais comme je dis, il faudrait davantage de recherches pour vraiment préciser l'effet de substitution et voir si vraiment on est gagnant ou pas. Parce que c'est un peu un couteau à double tranchant dans le sens que si la substitution ne se fait pas, on va se retrouver juste à émettre plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et contribuer au réchauffement climatique. Donc, la forêt, elle peut être un ami aussi si on ne récolte pas son bois. Donc, il faut faire attention, c'est ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté dans le cadre de cette présentation. Et si vous avez des questions sur ma présentation, vous pouvez m'écrire là, à mon adresse courriel qui est affichée à l'écran. Donc, merci et bonne fin de journée à vous.